Bon, bonjour et bienvenue. J'espère que le public va s'agrandir au fur et à mesure et qu'après on fera salle comble et qu'on ne pourra plus, on n'aura plus de quoi respirer. Donc bienvenue à ce panel qui s'intitule Beyond Taste and Gastronomy, Why is Food Design Key to Our Sustainable Future? Donc comme le nom du panel ne l'indique pas, ça va se passer en français par contre. Et donc pendant, je dirais, 40 petites minutes, on va tenter de définir ce qu'est le food design de manière générale. Puis on va aussi tenter de définir ses applications et comment celui-ci peut s'appliquer à des thématiques plus larges, autres que le design, notamment de manière industrielle ou ce genre de choses. Pour faire cela, je suis accompagnée de 3 intervenants et intervenantes. D'abord Sonia Verguet, vous vivez et travaillez en France, vous exercez depuis plus de 10 ans en tant que food designer, je me trompe pas. Ensuite, Benjamin Stoz, vous êtes designer et curateur de l'exposition Serial Eater Food Design Stories qui ouvrira à la fin du mois de mars au Centre d'innovation et de design au Grand Ornu. Et enfin, Nicolas Carbonel, vous êtes avocat spécialisé en réglementation agroalimentaire et membre du barreau de Bruxelles, c'est ça ? Et puis, il y a moi, Axel Mine, cofondatrice du studio Fin et artiste et pour aujourd'hui, votre modératrice. Je sais que le thème de la thématique, du panel aujourd'hui est de parler de futur alimentaire et durable. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de temps pour établir un vocabulaire commun, parce que le food design est une discipline très large, très hybride, dont très peu de personnes entendent parler. Et j'aimerais bien qu'on puisse ici, pour une fois qu'on a des experts devant nous, prendre un peu de temps pour définir quelques notions ensemble et qui vont nous permettre de discuter plus amplement. Je me permets de faire d'abord un petit récapitulatif historique et Benjamin, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais je me trompe. Donc le food design est une discipline qui commence à se développer dans les années 90 avec comme figure de proue le designer catalan Martí Guiche. C'est d'ailleurs l'un des premiers à utiliser le terme food design pour parler de sa pratique. Dans d'autres pionniers et pionnières en Europe, on peut citer Stéphane Bureau, Marc Bretillot ou encore Mareille Vauquelzang. C'est une discipline qui s'est fortement intéressée à l'objet alimentaire, voire même à l'objet culinaire à ses débuts, mais s'est diversifiée petit à petit pour construire des ponts avec d'autres champs de la recherche, que ce soit les sciences sociales ou encore l'art. À l'heure actuelle, on peut dire que les food designers se concentrent de plus en plus sur des systèmes de production et de représentation de l'alimentation, de manière plus générale, et se concentrent moins sur l'objet en tant que tel. La question est finalement plus seulement qu'est-ce qu'on mange, mais qu'est-ce qu'on mange, pourquoi, comment, où, avec qui et comment. Est-ce que ça résume assez bien? Ok. Et donc j'aimerais bien commencer sur une note un peu ludique, en fait. J'aimerais bien que chacun à votre tour, vu que je me suis inspirée de votre site Sonia, où sur votre page de contact, vous essayez de dire ce que le food design n'est pas. Et je me suis dit que chacun à votre tour, vous pourriez peut-être dire ce que le food design n'est pas ou ce que le food design n'est pas que. Est-ce que... C'est vrai que quand on pense à food design... on a l'idée d'une belle assiette, quelque chose de joli à manger. Mais ça, en fait, c'est juste de la cuisine. C'est pas une recherche sur justement le bien manger. En fait, souvent le bien manger, en tout cas en France, ça va de les nutritions dans l'assiette, les apports caloriques, et je regarde que ça. Mais heureusement, avec le temps, ce qu'on mange, on le lit de plus en plus avec comment sont récoltés, plantés les légumes, comment est-ce que la viande que je mange a été élevée, où, etc. Donc c'est vrai que le sujet maintenant va plus loin que juste les calories, la nutrition. C'est manger, c'est un rapport aussi avec les hommes qui la produisent, la terre aussi sur laquelle on est. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce que vous disiez justement, le food design, c'est pas juste un travail justement de cuisine, mais c'est vraiment plein de ponts avec tellement d'autres sujets beaucoup plus larges. Le gâchis alimentaire, comment est-ce que ça se fait que certains peuvent manger à leur faim, voire trop, et d'autres pas du tout. Enfin, ça questionne vraiment fondamentalement cet acte de manger qui n'est pas anecdotique et qui est très important. Et c'est vrai que les designers, pendant longtemps, se sont intéressés
au mobilier surtout. Comment est-ce qu'on est assis? Est-ce qu'on est bien assis? Toutes ces questions du quotidien. En fait, le designer va améliorer en fait le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Mais l'assiette, on n'y avait jamais pensé. En tout cas, pourtant, c'est un acte qu'on fait, manger plusieurs fois par jour. Et alors, on s'assoit, on est beaucoup aussi assis, mais quand même, manger, c'est un acte important, fondamental. Et c'était tellement naturel, en fait, de manger que c'est comme si le design n'avait pas besoin de s'immiscer dedans. Et seuls les cuisiniers pouvaient avoir un mot à dire. Mais finalement, la cuisine, c'est bien plus juste de couper une carotte et la mettre joliment dans une assiette, quoi. Ouais. Peut-être je passe la parole. Pour donner une définition, après celle-là, c'est compliqué. Mais non, en fait, pour moi, ce que n'est pas le food design, c'est le design cake. Je prends toujours cet exemple. Donc, le design cake, donc le design de gâteau qu'on voit chez certains pâtissiers, le food design n'est pas ça. C'est pas non plus dessiner une jolie assiette, des jolis couverts, un joli verre. Ça va vraiment au-dessus de ça. C'est pratiquement une approche culturelle et sociologique de l'alimentation, de sa production à sa distribution, jusqu'à sa consommation et tous les rituels de la nourriture qu'il y a autour du repas, par exemple. Voilà, moi c'est ce que je définirais, c'est vraiment ça, l'approche sociale et culturelle de l'alimentation. Effectivement, et donc le food design en fait questionne finalement ce qu'on mange, comment on le mange, comment c'est produit, où c'est produit et qui le produit. Et à ce titre-là, le food design explore finalement sans doute les champs, les limites de nos connaissances et cherche sans doute aussi à dépasser certaines frontières. Et on peut voir que les food designers peuvent s'intéresser à des nouveaux types d'aliments, ou à des nouvelles méthodes de production d'aliments, dont je pense aux insectes par exemple, à la viande cellulaire dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, ou encore à des nouvelles méthodes de production à domicile par exemple. Donc on va finalement rapprocher la production alimentaire du consommateur lui-même. Et je pense que cette démarche elle est vraiment multiforme. C'est peut-être pour ça que c'est si difficile de définir ce qu'est le food design. Mais voilà, c'est ce que je dirais. Une autre approche que j'ai eue en préparant ce panel, en me disant tiens c'est marrant ce mot food design qu'on intègre en anglais dans la langue française. Après ici Sonia vous êtes française donc je ne sais pas si vous parlez de food design, mais un autre terme, on parlait tantôt de design culinaire. Pour vous c'est quoi la bonne traduction en français du food design? Est-ce qu'on parle de design culinaire ou de design alimentaire carrément? Est-ce qu'on vous préférez rester à cette définition anglophone du food design qui vous paraît peut-être plus grande de sens? Alors il y a une designer justement néerlandaise, Marie Vogelzang, qui dit que justement c'est vrai que je réfléchissais à ça, food design c'est pas vraiment le bon mot parce qu'elle dit que la nourriture est déjà bien dessinée par la nature. Elle va plutôt définir ce domaine-là par eating design parce que c'est vraiment l'acte de manger qu'on questionne, c'est pas tant les aliments, même si on les questionne, on va voir peut-être quelques exemples aussi derrière nous, des exemples concrets de designers qui ont revisité pour améliorer un aliment, précisément par exemple la saucisse, je pense le produit industriel le plus mangé en Europe. Mais c'est vrai que c'est vraiment plus généralement l'acte de manger qu'on va questionner en tant que designer. Peut-être food design, c'est trop réducteur, mais c'est vrai que c'est des mots et derrière les mots, voilà, on peut les prendre aussi de manière un peu moins restrictive ce qui ne signifie, mais et design culinaire, c'est vrai qu'en France, moi on m'interroge souvent sur donc vous travaillez forcément avec un cuisinier, comme il y a ce mot culinaire qui est très fort derrière, on oublie le mot design, mais aussi parce qu'en France on ne sait pas ce que c'est que le design, en fait je me rends compte, donc c'est vrai que il y a encore beaucoup de travail à faire sur peut-être la définition de ce secteur, quoi. En tout cas, je le ressens comme ça, ouais. Le design culinaire, c'est pas la traduction du food design en fait. Le design culinaire, Marc Bretillot en a parlé dans le début de son enseignement, donc il avait un atelier de design culinaire, parce que lui en tant que food designer, ou en tout cas designer, met une importance très forte sur l'idée de cuisine et le fait de cuisiner.
Je pense que de tous les food designers actuels, c'est lui qui a la culture culinaire la plus développée, que ce soit historique mais aussi actuelle. Et il y a vraiment une très forte importance de la cuisine dans son travail, qu'on retrouve moins chez des designers comme Stéphane Bureau en France. Et pour en revenir à ce que tu disais sur la France, il y a vraiment un poids de la gastronomie française qui pèse, en tout cas sur le food design. On le ressent très fort. On a des pays, par exemple comme l'Espagne, où on a une culture du produit. L'Italie, c'est la même chose. La Hollande, eux, sont beaucoup plus ouverts aux nouvelles technologies et permettent de proposer des projets beaucoup plus conceptuels. Que la France a cette idée vraiment de gastronomie française qui est vraiment intégrée dans son ADN. Et on le ressent très fort dans les projets qui sont présentés, en tout cas dans les premiers projets qui ont été présentés et dans les projets qui sont présentés actuellement pour les food designers. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Juste ajouter une dernière chose, c'est vrai que le food design, ou quoi, comment est-ce qu'on l'appelle, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui disait aussi, c'est Marie Vogelsang aussi qui disait, mais moi, en fait, finalement, je dessine de la merde, I'm designing shit. Et shit design, parce que ce que les designers culinaires vont produire, ça se transforme en excrément. Et voilà, et ça, je trouve ça finalement pas mal comme définition. Surtout en tant que designer, où des fois le poids de pourquoi est-ce que vous êtes designer aujourd'hui, il y a déjà assez d'objets dans ce monde hyper consumériste et tout ça. C'est une question qu'on a beaucoup en tant que designer. Et là, je me dis designer culinaire, c'est designer du futur. Alors dans ce cas, c'est parfait. Mais ouais. Designing shit, c'est pas inintéressant comme réflexion. Pour continuer là-dessus, je vais continuer avec vous, Sonia. Je me demandais quelle était la plus grande méconception sur votre métier. On en a un peu parlé en introduction, mais je me demandais comment vous deviez chaque fois en fait retracer la route pour expliquer ce que vous faisiez et quels sont comment les gens abordent votre métier de manière générale. Comment vous décrivez ce que vous faites au quotidien à quelqu'un qui ne vient pas du milieu ou qui pourrait venir du milieu, en fait, parce qu'on s'est bien rendu compte que le food design n'est pas forcément plus connu par les designers de manière générale. C'est vraiment ce que Benjamin disait finalement, c'est de bien faire la différence entre ce que un pâtissier par exemple ou un boulanger pourrait faire, c'est-à-dire un beau gâteau. C'est vrai que moi des fois on vient me voir, on me dit ça serait super si vous pouviez faire le logo de ma marque en gâteau, et je leur dis mais moi j'ai pas d'intérêt à faire ça, j'ai pas les compétences pour faire ça. Par contre votre pâtissier pourra le faire merveilleusement. Moi, je vais plus réfléchir, si vous voulez qu'on travaille ensemble, à qu'est-ce que votre marque, elle raconte aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce que vous voulez apporter, en quoi elle est différente, et peut-être on peut réfléchir au fond des choses, mais la forme pour la forme, l'esthétique pour l'esthétique, ça n'a pas d'intérêt. Et ça, c'est vraiment c'est toujours sur ça qu'on va pointer les choses. On a envie de faire des choses jolies. On vient me voir, oui, pour faire justement des belles assiettes ou des beaux buffets ou un service traiteur un peu différent, un peu plus rigolo. Mais c'est vrai que le fond des choses, c'est pas encore l'ingrédient principal pour lequel on vient me chercher. On n'a pas encore compris la valeur ajoutée à valoriser justement peut-être une explication sur notre consommation à outrance de viande aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de la réduire? Est-ce qu'il y a des choses à dire sur ça? Oui, il y a plein de choses à dire sur ça. Il y a plein de projets à faire autour de ça. Et ça, c'est des sujets, par exemple, qui m'intéressent, même si moi, je mange de la viande aussi. Mais voilà, ça, c'est les questions de fond. On les comprend pas encore, on les intègre pas encore au design culinaire, en tout cas en France, j'ai l'impression. On reste encore toujours sur le côté superficiel et esthétique des choses. Ouais. L'image, faire du beau. Mais le design, c'est faire du beau, oui, mais du beau sensé, réfléchi, intelligent, poétique, bien sûr, des fois, mais avant tout, vraiment réfléchi sur des questions actuelles, profondes, et qui font avancer, comme le disaient mes camarades, les questions sociales, économiques, écologiques, politiques même. Mais ça, on a encore du mal à faire le lien entre nourriture et tous ces autres sujets, quoi. Alors que ils sont liés nécessairement, mais ça fait son chemin petit à petit, je trouve. D'intervenants viennent vous
recherchez pour justement travailler sur ces thématiques-là? Est-ce que c'est que des centres culturels ou des démarches artistiques, ou alors est-ce qu'il y a vraiment des marques, on va dire, plus grandes qui viennent vers vous? Non, c'est vrai que c'est souvent des centres culturels qui vont, eux, aborder dans une thématique d'exposition un sujet fort sur lequel ils auraient envie que je propose quelque chose de culinaire. Donc ça, c'est intéressant parce que je pense aussi que ces centres-là, ils sont déjà dans cette démarche des fois d'ouverture et d'aborder des sujets sous plusieurs angles. Donc ils sont déjà un peu familiarisés avec regarder les choses avec un prisme plus large. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'en France, à part ça, c'est pas si fréquent de pouvoir avoir carte blanche. Et c'est pour ça que, par exemple, là, ce salon ici, Collectible, qui valorise le design contemporain, mais toutes ces formes très diverses qu'il questionne, et d'avoir carte blanche pour faire justement une proposition culinaire différente, ça c'est une chance, mais c'est pas si fréquent, ouais, finalement. Alors après, il y a aussi des pâtissiers ou des boulangers de manière plus classique qui me demandent aussi de réfléchir à des produits qui, eux, veulent servir dans leur pâtisserie ou leur boulangerie qui seraient différents et qui ne seraient pas juste esthétiques. Ouais, donc ça, c'est bien aussi. Mais pour ça, ça veut dire déjà avoir fait un travail de déconstruction. Ouais, parce que les artisans, ils ont dans leur formation un schéma aussi très fort de poursuivre une tradition et ils ont du mal à s'en détacher, quoi. Ils l'ont appris pendant tellement longtemps qu'ici ils mettent du citron à la place des raisins dans le kouglof, c'est comme si c'était oh là là, quoi. Moi j'habite en Alsace, toutes les boulangeries font des kouglof avec des raisins secs. Beaucoup d'adultes n'aiment pas ça. Les enfants n'aiment pas trop ça non plus, mais pas un a eu l'idée juste de remplacer les raisins secs par des pépites de chocolat. Bon, et quand j'en discute avec les boulangers, ils me disent « Ah, j'avais pas pensé ». Ça nous fait rire, mais c'est fou, hein. Le poids de la tradition, en France, il est hyper fort. Et malheureusement, il ferme plein de portes. Et puis, il fait aussi que ces traditions, des fois culinaires, elles vont se perdre ou elles deviennent folkloriques. Moi, je ramène un kouglof à mes parents ou à mon frère qui habite dans le sud de la France, par exemple. Mais parce que c'est comme un bout de ma région. Mais en fait, c'est pas spécialement parce que je trouve ça super bon, mais j'ai envie de lui amener un bout de l'Alsace dans le sud. Mais bon, moi aussi, je joue ce jeu du folklore, en fait. Et ça, c'est pas super, ouais. Merci. Je vais passer à vous, Benjamin. Vous êtes le curateur de la prochaine exposition Serial Eater qui va avoir lieu au Grand Ornu. Est-ce que vous pouvez expliquer comment l'idée de créer cette exposition sur le sujet du food design est venue et la genèse derrière toute la mise en place de cette exposition? L'idée est partie vraiment d'une réflexion personnelle sur mon alimentation, où je me suis posé la question comment je me situais moi comme consommateur, comme mangeur, quel était un peu mon impact, l'impact de mon alimentation sur l'environnement, qu'est-ce que je suis prêt à laisser tomber dans mon alimentation et qu'est-ce que je pourrais accepter d'ici 5 ans, 10 ans dans mon assiette. Donc tout ça a fait que je me suis posé beaucoup de questions et ces questions en fait elles m'ont amené forcément vers le design et le food design et pour pouvoir répondre à ces questions il fallait en fait expliquer ce qu'était le food design, comment était née cette discipline, pourquoi elle était arrivée dans les années 90. C'est un peu ce qui m'a servi en fait de squelette à cette exposition où on est vraiment parti sur 3 parties. Une partie sur les influences, donc les influences historiques. Donc je vais parler des futuristes italiens, le mouvement Hit Art qui a vraiment eu une influence dans le terme de happening culinaire. Les futuristes ont vraiment été les premiers à faire du happening et des performances qui vont être repris par des gens comme Marej Vogelsang ou Julie Rotan en France. Je pense que vous avez aussi fait des performances. Donc toute cette partie d'influence, même l'influence, l'évolution de la cuisine. Donc on est passé d'une cuisine extrêmement codifiée avec Escoffier vers une cuisine beaucoup plus libre, prônée par la nouvelle cuisine et les critiques Gault et Millot. Et cette nouvelle cuisine, elle va amener d'autres choses. Donc, on va parler de cuisine fusion. Alors, la cuisine issue de la gastronomie moléculaire. J'aime pas trop dire cuisine moléculaire parce que c'est pas vraiment le concept. C'est plutôt une cuisine créative issue de la gastronomie moléculaire. Tout ça va permettre, en fait, le développement d'un terrain favorable à l'apparition du food design dans les années 90.
La deuxième partie de l'expo, là on parle vraiment du développement du food design, avec les 4 principaux pionniers qu'on a cités tout à l'heure, donc Marty Guichet, Bretillot, Stéphane Bureau et Marijs Vogelsang, qui sont vraiment les 4 piliers du food design début du 21e siècle. Et la troisième partie de l'exposition, elle montre vraiment l'évolution des projets. Donc, il y a eu une évolution, on est passé de choses beaucoup plus formelles vers quelque chose de beaucoup plus conceptuel. Notamment l'école d'Eindhoven va prendre un peu la place qu'avaient les SAD en France et présenter toute une série de projets complètement conceptuels et spéculatifs sur le futur de nos assiettes. Et cette troisième partie, on l'a organisée suivant vraiment 4 profils actuels de consommateurs et de mangeurs, à savoir le carnivore, le vegan, l'éco-responsable et le gourmand. Et la question, en fait, c'est est-ce qu'on peut être, à l'heure actuelle, gourmand, éco-responsable, vegan et carnivore à la fois. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a servi de structure à cette expo. Et vu que vous avez eu l'occasion de repasser 30 ans d'histoire culinaire et autres, est-ce que actuellement, enfin dans les food designers actuels qui taclent ce sujet-là, vous avez remarqué des thématiques qui les taraudent particulièrement? Est-ce qu'il y a, on parle évidemment, voilà, on est dans la durabilité, ça c'est sûr, surtout au niveau alimentaire, mais est-ce qu'on se concentre exclusivement sur ça ou quelles sont les tendances, on va dire ça comme ça, dans le food design? Il y a un gros questionnement en fait sur les alternatives à la consommation de viande. Alors ces alternatives, elles sont diverses. Ça peut être la viande in vitro, où on a des designers qui vont réfléchir à comment on va présenter cette viande in vitro, puisqu'à l'heure actuelle, on n'est pas du tout encore. Ça existe, c'est possible, mais on n'est pas dans un système industrialisable. Donc des designers vont imaginer des formes. J'ai un collectif hollandais qui s'appelle Bistro in Vitro, qui va imaginer en fait une série de recettes avec des chefs hollandais, avec justement de la viande qui a poussé en laboratoire. Donc on est encore dans des choses spéculatives, mais déjà on essaye de dessiner cette forme de la viande in vitro. Même chose pour la viande végétale. On se pose la question, mais enfin, pourquoi toujours donner une forme de saucisse, de hamburger ou de steak à une viande qui n'est plus vraiment de la viande en fait. Donc on arrive à faire maintenant des steaks qui sont complètement végétaux, mais on continue à les appeler steaks. Donc on a des designers comme Marijs Vogelsang qui va imaginer en fait, elle imagine des animaux qui n'existent pas, donc des animaux imaginaires qui ont chacun une caractéristique de goût, de forme, etc. Mais c'est des choses complètement imaginaires et elle propose de nouvelles formes dans l'alimentation. Donc ça c'est vraiment cette alternative à la viande d'insectes aussi qui est... alors, c'est un peu compliqué au niveau des insectes, en tout cas pour nous en Europe, de pouvoir consommer des insectes. Donc on est plutôt sur une farine ou une façon dont on ne voit plus véritablement l'insecte. Et là aussi, on a des designers qui réfléchissent justement à comment présenter ces formes sous forme d'impression 3D. Donc on va imaginer des objets qui vont être imprimés grâce à une imprimante 3D alimentaire. Et on travaille vraiment sur cette idée de forme. J'étais prise dans vos paroles. Et qu'est-ce que j'allais dire? Maintenant, je suis un peu perdue. Oui, on parlait tout à l'heure du fait que le food design est un sujet que très peu de personnes comprennent. Pourquoi vous pensez que les gens ont autant de mal à comprendre le food design de manière générale? Est-ce que c'est des questions culturelles ou on l'a un petit peu abordé avant de commencer le panel? Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué à comprendre et à rendre ça, je veux dire, grand public? Je pense que tout ce qui touche à la nourriture est extrêmement codifié, même pour le grand public. Et le fait de rajouter une personne supplémentaire dans une chaîne qui est déjà assez compliquée, qui est la chaîne alimentaire, donc de rajouter l'intervention en plus d'un designer, alors parfois ça fait peur, parfois on comprend pas, on ne sait pas pourquoi on rajoute encore une personne dans ce processus. Donc voilà, moi je dirais que c'est plutôt ça, c'est vraiment une méconnaissance de ce que peut apporter le food design.
il n'y a pas que le grand public, on voit aussi l'industrie agroalimentaire est très réticente à faire rentrer un designer dans leur équipe. Ça se fait de façon ponctuelle, mais c'est pas véritablement une généralité. Ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'avoir un food designer qui repense à un produit, mais pas après que le produit ait été pensé, c'est-à-dire sur le packaging. C'est pas intéressant. Et généralement, on considère le food designer comme un intervenant qui va aider à vendre un produit déjà existant, faire un chouette packaging, ou une chouette communication autour de ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un food designer qui réfléchit vraiment en amont du projet et arriver à créer quelque chose de complètement nouveau et de complètement cohérent avec nos attentes actuelles en tant que consommateur et en tant que mangeur. Oui, je veux juste ajouter une chose. C'est vrai qu'il y a une designer dont on a vu quelques images avant. Je ne sais pas si vous avez vu les saucisses où il y avait une partie, si vous avez peut-être remarqué, mais il y a une partie de la saucisse où cette designer, Caroline Niebling, imaginerait justement une saucisse avec un peu moins de viande. Donc ça questionne la consommation de viande et comment faire qu'il y en ait moins dans la saucisse, ce produit industriel le plus consommé en Europe. Et du coup, elle remplacerait une partie de la saucisse, en tout cas de la quantité de viande, par des légumes, des noix ou des insectes. Et ça, ce serait, si ça pouvait être commercialisé à grande échelle, ça serait aussi un grand pas, parce que je pense que une fois que le design aura mis un pied aussi dans l'industrie agroalimentaire, c'est là que le grand public pourra mieux le comprendre aussi. Peut-être qu'en fait, il saura même pas qu'un designer est derrière tout ça et c'est pas grave. Mais je pense que c'est là aussi que les choses pourront devenir intéressantes. En tout cas, elles pourront évoluer de manière plus rapide. Parce que c'est vrai que là, tous les designers qu'on voit sont quand même dans des niches qui sont intéressantes, bien sûr. Mais tant qu'il n'y aura pas aussi des gens qui pourront fabriquer des choses à plus grande échelle ou relayer en tout cas des messages à grande échelle, ça sera difficile de les faire comprendre au grand public. Ouais. Pour rebondir vite fait pour cette histoire de saucisse, en fait, il y a une américaine qui est bouchère à la base. Son grand-père est boucher, donc c'est vraiment une tradition familiale et qui, elle a créé une marque de saucisses qui vient d'être mise sur le marché, donc à New York et après je ne sais pas où. Et justement, elles sont pareilles, alors qu'elle est bouchère, qu'elle devrait, selon les canons, militer pour manger autant de viande. Elle a pris le pari en fait de justement créer des saucisses très colorées à base de betteraves, à base d'épinards, etc. et de les commercialiser en se disant c'est pas parce que je suis bouchère que je ne peux pas repenser ma consommation de viande et tout ça. Donc je pense c'est un entre-deux. C'est aussi sur des portions de marché très petites et on n'en est pas effectivement pas à une globalité, mais ça avance petit à petit. Toutes ces histoires de technologie, etc., ça me permet de rebondir vers vous, Nicolas. Vous n'avez pas vraiment de contact avec les designers de manière générale. C'est plutôt avec des industriels, j'imagine. Mais quel est votre rôle, vous, en tant qu'avocat spécialisé dans tout ce qui est régulation agroalimentaire, et comment vous influencez ce petit monde-là ? L'influencer, c'est un grand mot. J'accompagne en tout cas les clients qui nous font confiance et qui sont en fait, je pense qu'à leur échelle, ils sont des designers aussi. Simplement, c'est pas une échelle de recherche créative ou artistique nécessairement, mais c'est plus de la recherche vers effectivement plus de produits qui font moins de mal à l'environnement, l'introduction de nouveaux types de protéines dans les produits. Donc, ce que je constate moi, ce sont des reformulations de produits, c'est du lancement de produits innovants, du réétiquetage bien entendu, ça a été très important. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait un gros focus sur les propriétés nutritionnelles des produits. Il y a eu énormément de réglementations qui augmentaient la transparence par rapport aux caractéristiques intrinsèques des produits et à leurs apports nutritionnels. Maintenant, on est au-delà de ça. Le consommateur, manifestement, veut en savoir plus sur ce qu'il consomme, sur comment c'est produit, sur l'impact environnemental de ce qu'il consomme. Et l'industrie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle explore les différentes pistes qu'on a évoquées, les insectes, la viande cellulaire. Mais tout ça est très avant-gardiste. Donc, si c'est pas encore tout à fait répandu sur le marché, c'est aussi parce que c'est complètement nouveau et que la réglementation prévoit que ce type de produits très innovants doivent être évalués avant de pouvoir être mis sur le marché. Et ça prend du temps. Les insectes sont, chez nous, en tout cas en Belgique, on a des insectes sur le marché depuis quelques années déjà. Pourtant,
en 97, en 97, on ne pensait même pas encore à consommer des insectes entiers. C'est quelque chose qui n'avait pas été pensé par le législateur, pour le dire comme ça, dès lors que la réglementation ne prévoyait pas, la réglementation sur les nouveaux aliments ne prévoyait pas qu'on puisse inventer des nouveaux aliments qui seraient constitués d'animaux. Donc il y avait moyen évidemment de faire des nouveaux aliments dérivés d'animaux, ça c'était prévu. En l'occurrence les farines d'insectes tombaient bien entendu sous la réglementation sur les nouveaux aliments. Par contre les insectes entiers, on n'y pensait pas. On s'est pas dit tiens on va découvrir un nouveau type d'animal qu'on va manger entier. Donc ça n'a pas vraiment été prévu dans le texte, ce qui fait que ça a conduit à des divergences d'interprétation. Et en Belgique, on a toléré des insectes sur le marché et on les tolère encore maintenant. En revanche, la réglementation a été revue en 2015. À ce moment-là, le législateur était informé du fait que oui, des insectes étaient sur le marché et il a alors précisé dans la réglementation que ces insectes devaient bien, même entiers, être concernés par cette réglementation et devaient donc faire l'objet d'une autorisation préalable à leur mise sur le marché. Donc ça, évidemment, ça crée un gros ralentissement par rapport aux opérateurs qui souhaitent mettre le produit sur le marché, puisque ça implique de compiler un dossier, de démontrer l'innocuité et la sécurité des méthodes de production utilisées. Et c'est un processus qui peut prendre des années. Donc des dossiers sont actuellement pendants, il y en a une bonne dizaine qui sont pendants devant la Commission européenne, puisque c'est l'organe compétent pour autoriser les nouveaux aliments. Et ils sont en cours d'évaluation au niveau de l'autorité de sécurité alimentaire européenne. Maintenant, on attend les premiers avis de l'agence pour l'automne de cette année. Et donc les premières autorisations pourraient se faire dans le courant de l'année prochaine. Je pourrais reproduire le même discours au sujet de la viande in vitro, qui pose exactement le même problème, entre guillemets, puisque les cultures cellulaires, qu'elles soient végétales ou animales, sont également considérées comme des nouveaux aliments qui doivent faire l'objet d'une autorisation préalable à leur mise sur le marché. Là, il y a beaucoup de bruit autour des initiatives en matière de viande in vitro. Par contre, il n'y a pas encore de dossier qui a été déposé. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas encore moyen de mettre de la viande in vitro sur le marché, enfin pour la viande cellulaire, pour le dire comme ça. La terminologie n'est pas encore tout à fait arrêtée, il y a plusieurs écoles. Mais avant que cette viande puisse être mise sur le marché européen, à tout le moins à grande échelle, il y a encore 2 ans au moins devant nous, si pas 3. Et évidemment, je ne parle même pas des défis industriels qu'il y a à relever entre ces 2 étapes. Mais donc voilà, ce rôle qui est le mien est celui d'accompagner les industriels effectivement, mais qui peuvent être de toute taille, et à leur permettre de mettre leurs produits sur le marché, soit le plus rapidement possible, soit en tout cas de la manière la plus conforme possible avec la réglementation qui est excessivement détaillée et qui a fait en fait du secteur agroalimentaire en une vingtaine d'années, le secteur agroalimentaire est devenu un des secteurs les plus régulés des secteurs industriels en Europe. Merci. Et justement, depuis tantôt, on parle du fait que le food design bénéficierait du fait d'être, reproduit de manière industrielle, ou en tout cas que ces applications soient industrielles. C'est un peu un discours antithétique avec tous les discours de décroissance qu'on cherche à avoir de manière générale, notamment quand on parle d'alimentation. Est-ce que il y a d'autres manières en fait d'implanter le food design et de le semer entre guillemets dans la tête des gens que mis à part des applications on va dire agroalimentaires ou ce genre de choses? Est-ce que Sonia vous avez une opinion là-dessus? C'est vrai que moi je constate que même si la viande in vitro ou les insectes pouvaient donc enfin être vendus et les réglementations passent, etc. Il faut aussi passer la barrière de est-ce que on a envie de manger ça aujourd'hui? Les traditions culinaires, elles sont très ancrées en nous. Moi je le vois, des fois je fais des événements culinaires pour les enfants. J'ai l'impression qu'ils sont moins difficiles que les adultes, parce que les adultes ont déjà passé tellement d'années à accepter des choses ou à les refuser, qu'il est très difficile de les faire. Des fois, je dis n'importe quoi, une fois j'avais fait un événement, il fallait tirer la langue, il y avait plein de personnes qui voulaient pas tirer la langue. Ça c'est un détail, mais il y a plein de choses qu'on des fois avec le temps, qu'on accepte de manger ou pas, et ça, ces nouveaux aliments qui rentrent sur le marché, c'est intéressant. Mais est-ce que le grand public va adhérer aussi à cette évolution? C'est intéressant de voir aussi comment est-ce que ça va être reçu, tout ça. Mais c'est vrai que de manière plus petite, moi, je constate un enjeu quand même intéressant.
c'est de travailler aussi avec justement des artisans des métiers de la bouche et de faire évoluer leur profession. Vous parliez de cette bouchère américaine qui a fait des saucisses aux légumes, etc. Je pense qu'elle a dû s'attirer les foudres de la corporation des bouchers, ou qui est quand même, enfin, je sais pas aux États-Unis, mais en France, les corporations sont très traditionnelles. Et l'évolution dans les traditions, c'est presque deux mots qui ne vont pas ensemble, quoi. C'est très difficile de faire évoluer les traditions ancestrales. Et le respect des traditions, c'est vraiment un poids très fort. Mais du coup, je pense que les designers ont tout intérêt à aller à la rencontre des jeunes en formation dans les lycées hôteliers, par exemple, pour ouvrir à des mentalités autres et leur dire, mais vous avez le droit de voir votre métier différemment, et aussi de l'exercer de manière personnelle, quoi. C'est vrai que dans les formations, les étudiants vont avoir une formation technique très forte, et après, en tant que professionnel, on va s'évertuer à représenter sans cesse cette même technique, sans imaginer qu'on peut y mettre son grain de sel, et plus que son grain de sel, une pensée derrière. Et c'est ça qui serait intéressant, qu'enfin les artisans, bouchers, pâtissiers, etc., vivent avec leur temps à eux aussi, et pointent du doigt des choses, et aient envie d'aller vers un futur justement avec moins de colorants alimentaires, moins de sucre dans les pâtisseries, plus d'éléments végétaux, justement. Il y a déjà des choses comme ça qui existent. Mais je pense que voilà, on mange aussi, on va tous acheter son pain, d'où vient la farine, tous ces problèmes avec le gluten et le blé trop transformé, voilà, ça c'est des questions hyper importantes sur la santé et bien d'autres domaines. Mais c'est pas nous en tant que consommateurs, on peut exiger des choses, mais il faut avant tout que les personnes qui travaillent ces matières premières aient eux envie de travailler avec des matières premières qui soient de qualité et qui respectent l'environnement, etc. Donc je pense que le design, s'il en tout cas pouvait se rapprocher vraiment des artisans, ça créerait aussi des produits quotidiens plus intéressants, tout simplement, je pense. Je pense aussi ce qui est important, c'est de ne pas toujours opposer technologie et artisanat, parce que c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Je prends l'exemple de l'impression 3D. Je pense que c'est quelque chose qui peut véritablement apporter un plus dans une alimentation personnelle. Donc on est vraiment dans des choses très technologiques, mais il faut pas absolument diaboliser cette technologie. C'est la même chose pour l'éclairage. Donc on a voulu un éclairage LED, mais on essaye sans arrêt d'essayer de retrouver l'incandescence de l'ampoule d'Edison. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué très fort. C'est vraiment cette dualité entre la technologie et l'artisanat. Peut-être juste pour ajouter aussi que l'impact, si on veut que le food design ait un impact global, il faut quand même que les solutions soient à un moment donné adoptées par l'industrie également, parce que si les produits ne sont pas disponibles à grande échelle, l'impact ne sera jamais important. Et je pense qu'il y aura donc, d'une manière ou d'une autre, le monde est en perpétuelle évolution forcément et en perpétuel changement, et ce sera vrai aussi pour différents secteurs industriels. Je pense qu'il y a énormément de craintes. Il y a bien sûr l'acceptation des consommateurs, c'est évident. Autour des insectes et autour de la viande cellulaire, c'est loin d'être acquis. Il y a énormément de débats, il y a énormément de questions auxquelles personne n'a de réponse pour l'instant. La recherche est en cours, bien entendu. Mais à supposer que la viande cellulaire soit scalable, que ce soit possible de produire ça au niveau industriel, etc., la grosse question, ça va être quel va être l'impact sur le secteur de l'élevage. Est-ce que ce sont les éleveurs actuels qui vont se transformer en producteurs de viande cellulaire? Question ouverte, parce qu'ils vont rester fournisseurs de toute façon du matériau de base, donc des cellules souches qui seront utilisées. Est-ce qu'on pourrait avoir un modèle peut-être dual avec un maintien de l'élevage, mais alors d'un élevage extensif plutôt qu'un élevage intensif, combiné à des unités de production de viande cellulaire? Qui sait, ça, seul l'avenir le dira, et évidemment d'abord la recherche et l'évaluation de ces technologies. Mais je pense que l'industrie va avoir son rôle à jouer, sachant que de toute façon c'est le consommateur qui choisit en définitive.
on parle en filigrane depuis 10 minutes de ce mot l'innovation, que je trouve qui est un mot très à la mode ces dernières années. Et je me demandais si, par exemple, vous, Sonia, c'était un mot qui était important dans votre pratique au quotidien. Est-ce que innover est quelque chose qui vous tient à cœur, ou est-ce que le challenge pour vous n'est pas du tout situé là? Non, c'est vrai que c'est un mot, l'innovation, je sais pas, j'aime même trop bien le définir, mais moi j'irais plutôt, quand je travaille avec un client, c'est plus de le faire retourner à l'essentiel. Donc moi je pense qu'on innove en allant chercher du fond et du sens, et parfois en retournant peut-être dans le passé, mais l'innovation, l'innovation, c'est de toute façon une amélioration. Il y a plein de manières d'y arriver, mais c'est pas forcément tout le temps avec des choses liées avec des nouvelles technologies ou je sais pas quoi. L'innovation, elle peut naître d'un retour d'un outil qu'on avait oublié, qui en fait est génial pour retourner sa terre. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais des fois, voilà, il suffit de refaire un pas en arrière pour être à nouveau innovant, parce que le cerveau oublie, je sais pas, et donc voilà, c'est quand même la recherche de ce que les choses ont pu être, c'est important. Et je pense que l'innovation, il faut aller la chercher dans des nouvelles technologies, mais aussi dans ce qu'ont pu faire nos prédécesseurs, et vraiment vers le fond des choses. Ouais. Est-ce que je tente une question du public? Est-ce que j'ose? Non? Moi, j'ai une question très random qui ne suit pas du tout le fil de cette discussion. C'est, est-ce que le food design, ça se mange forcément? Non, pas toujours. Parce qu'il y a des choses, on peut travailler sur le concept, sur le rituel du repas. Dans l'exposition, on va présenter d'ailleurs des designers qui ont réfléchi à des objets, des couverts sensoriels, donc forcément on les mange pas. Ils nous aident à manger, mais non, tout ce qui est food design n'est pas destiné à être ingéré. Voilà. Ouais, pareil. Je vous propose de terminer sur une dernière question très personnelle, c'est que, quel projet, qu'il soit de vous, de quelqu'un que vous connaissez, lié au food design, vous recommanderiez à quelqu'un qui a envie de s'immerger dans cette thématique? Alors on sait qu'il y a l'exposition qui arrive très bientôt, mais s'il y a un premier, des premières images qui vous viennent en tête d'un projet qui vous a même peut-être vous fait intéresser à cette thématique, lequel vous recommanderiez? Peut-être un projet dont on n'a pas parlé, et aussi un objet qui ne se mange pas pour le coup, mais qui nous aide à manger moins. Ça, c'est une question aussi intéressante, de ce qu'on met dans notre assiette, la quantité qu'on met dans notre assiette. Marit Vogelzang a fait une recherche sur le rapport entre notre appétit et ce que notre regard envoie à notre cerveau comme information. Est-ce que je vais avoir... C'est vrai, des fois, on se sert, et suivant la dose qu'on met dans l'assiette, on se dit « Ah, là, c'est bon, je vais avoir... ma dose, là, je vais être rassasiée, ou non, là, je vais pas avoir assez. Et du coup, le problème, c'est que souvent, on se resserre trop, parce que la vue envoie un mauvais signal au cerveau, parce la vue a besoin d'être rassasiée, mais l'estomac, lui, a besoin de moins. Et du coup, elle a imaginé un projet qui s'appelle Volumes. C'est des petites sculptures qu'on va mettre au centre de l'assiette, donc occuper visuellement l'assiette. On va placer sa nourriture autour de cette sculpture, et du coup l'assiette sera bien remplie visuellement, mais on aura nécessairement moins de nourriture dans l'assiette. Et elle a fait cet essai. Effectivement, on mange cette assiette comme ça avec cette sculpture, même si le cerveau sait que ça ne se mange pas, ça lui suffit, il n'envoie pas l'information qui dit là, dans 1 heure, tu auras encore faim, il faut que tu te resserves. Donc ça, c'est intéressant aussi, ces recherches sur ces informations, que tous nos sens aussi envoient à notre cerveau, qui disent faim, pas faim, gourmandise, pas gourmandise, je veux ça, je veux pas ça.
et comment est-ce que justement le designer peut nous aider à manger mieux. Et donc là, elle s'était entourée de scientifiques pour ce projet-là, et je trouvais que c'était intéressant comme recherche. Voilà, donc c'est un projet qui se mange pas, mais qui nous aide à mieux manger. Ouais. Je continue aussi sur le projet qui ne se mange pas, parce que moi c'est plutôt un projet de Chloé Rotzerveld sur justement les insectes. Donc elle imagine un futur d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, où les insectes sont communs dans notre alimentation, mais que l'homme va forcément avoir une intervention dessus. Donc on va essayer d'imaginer d'avoir des super gros insectes pour essayer de maximiser en fait la viande qu'on pourrait tirer de ces insectes. Je trouve que c'est interpellant parce que ça nous fait réfléchir véritablement sur qu'est-ce qu'on veut pour notre alimentation dans le futur. Est-ce qu'on veut encore reproduire le même système qu'on a fait avec la viande, donc à savoir une sélection, une augmentation de volume de viande, tout l'élevage qui est autour de ça. Voilà, ça c'est je dirais mon projet en food design. Super intéressant, effectivement. Mais moi, je pense plus à des projets qui rapprochent la production alimentaire du consommateur. Et donc, il y a pas mal de projets. J'en ai 2 en tête que je trouve très intéressants, qui sont des projets qui consistent à avoir des bio-incubateurs ou des petits systèmes d'élevage à domicile, système d'élevage pour des insectes, bien entendu, à domicile, et par ailleurs des bio-incubateurs pour la production d'algues notamment, dont on parle beaucoup aussi, qui ont des propriétés nutritives très intéressantes. Et il y a plusieurs sociétés qui réfléchissent et plusieurs designers aussi, qui réfléchissent à des projets à travers lesquels on pourrait, à terme, produire chez soi des algues fraîches qui contiendraient vraiment des nutriments très intéressants. Et ça, ce sont vraiment des projets qui m'interpellent et que je conseille, je pense, d'observer avec plus de détails. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet du jour? Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? Bien comme ça? Alors, je vous propose d'arrêter ici. Merci beaucoup. Donc, il y avait Sonia Verguet, Benjamin Stoss et Nicolas Carbonel. Je vous laisse discuter avec notre audience.